Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous préférer pour vous informer. Dimanche Politique démarre chez vous un programme co-organisé par Eden Télévision et Diaspora FM. Ce numéro se propose d'aborder l'actualité socio-politique au plan national rythmée par la reprise des cours suite à la levée des motions de grève par les centrales et confédérations syndicales. Résultat du bon sens des partenaires sociaux ou de la politique de fermeté du président Patrice Talon. Vous aurez le point de vue de notre invité dans ce numéro de Dimanche Politique. Au plan politique, nous nous intéresserons aux législatives prochaines, les affaires politico-judiciaires de l'actualité nationale, la réhabilitation de la ville de Porto Novo et l'actualité de notre invité ne seront pas occultées. Et M. Langbagidi avec nous sur ce plateau pour nous présenter celui-là que nous recevons, la personnalité politique que nous recevons pour ce numéro de Dimanche Politique. M. Langbagidi, bonjour. Bonjour à vous, tranquillin. Bonjour à tous les amis auditeurs et téléspectateurs. La personnalité que nous recevons aujourd'hui est une personnalité connue du sérail politique béninois. Né le 21 mai 1969, il fête bientôt son anniversaire, vous l'aurez remarqué. Il est marié et père de 4 enfants. Il a étudié d'abord au cours primaire, il était ici à Cotonou, à Kpakpa, à l'école primaire publique à Yilawadje. Il passera ensuite au collège à Missebo et puis quelques temps plus tard, il va quitter le Bénin. C'était aux confins de l'année 1980, plus précisément entre 85 et 86, où il atterrit en République du Congo. Là-bas, il obtient un baccalauréat de série G2 en 1989. Sa formation universitaire se déroulera dans 2 pays, la République du Congo et puis le Zaïre de Mobutu Sese Seko Kukubendu Wazabanga, que vous connaissez très bien. Il obtiendra donc une maîtrise en sciences économiques à l'université Marienne Gwabi au Congo. En 2005, un diplôme d'études supérieures, un DSS donc à l'université d'Abomey-Calavi quand il revient au Bénin donc. Et puis son parcours professionnel est rythmé. Il est d'abord professionnel des médias. Il a créé et dirigé l'organe, le journal Bénin Espoir. En 2004, il est attaché de cabinet et assistant du ministre de l'Industrie, du Commerce, de la promotion de la promotion de l'emploi. Entre 2005 et 2008, il est membre de l'Association pour la promotion du port autonome de Cotonou. D'ailleurs, au niveau du port de Cotonou, il aura plusieurs activités, notamment dans le domaine de l'importation des véhicules d'occasion. Entre 2013 et 2016, c'est la période qu'on lui connaît probablement le plus. Il a été préfet des départements de l'Ouémé et du Plateau. C'est ainsi que commence son parcours politique, puisqu'il est d'abord aujourd'hui président d'un parti politique qui s'appelle Conscience Citoyenne. Il est conseiller municipal de la ville de Cotonou, président même de la commission des affaires domaniales et environnementales de la ville, ancien secrétaire général du Parti du Renouveau démocratique. Vous aurez probablement reconnu l'ancien préfet, donc Moukaram Badarou. Bonjour, monsieur le préfet. Bonjour, cher ami. Merci d'accepter notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Monsieur le préfet Moukaram Badarou, il n'y a pas si longtemps, vous étiez aux affaires en qualité de préfet des départements de l'Ouémé et du Plateau. Comment vit-on le retour dans l'anonymat lorsqu'on a occupé une fonction aussi haute comme c'est celle de préfet? D'abord, je voudrais vous remercier très sincèrement de l'opportunité que vous nous donnez de faire un tour dans les maisons de nos compatriotes sans toquer qui viennent nous excuser à travers les médias. Je voudrais vous remercier donc très sincèrement de cette opportunité que vous nous donnez pour essayer d'analyser l'actualité socio-politique de notre pays. C'est vrai, préfet des départements de l'Ouémé du Plateau, nous avons été pendant 1035 jours et je voudrais remercier au passage le président Boniaï qui nous a donné cette opportunité de servir la République à ce niveau. Et vous savez, par rapport à votre question, quand vous rentrez en fonction, vous devez avoir à l'esprit tout de suite de ce qu'un jour vous devez partir de là. Pour la simple raison qu'avant vous, il y en avait eu qui ont été dans la fonction. Vous y êtes et vous devez savoir qu'après vous, il y a beaucoup d'autres encore qui viendront dans la fonction. Et dès que vous êtes préparé à ça, dès que vous êtes formaté de cette façon,
ce n'est donc pas compliqué de descendre de la fonction pour permettre à d'autres de venir continuer ce que vous avez commencé. Donc vous reprenez votre vie au quotidien, parce que pour servir la République, ce n'est pas forcément dans une fonction de préfet, fonction de ministre, fonction de président de la République que chaque citoyen où qui se trouve doit se donner comme mission citoyenne de travailler à l'avancement de son pays. Et donc, je suis du secteur privé, vous le savez très bien, le développement de nos pays, c'est forcément à partir du secteur privé, et j'y crois depuis quand j'étais étudiant, et dans ma vie active, je suis resté. Et donc, je suis reparti à mes activités du secteur privé, et j'y évolue. Monsieur le préfet, en temps vous avez créé un parti politique, Conscience citoyenne, puis vous avez déclaré soutenir désormais l'action du président Patrice Guillaume Athanase Talon. Pourquoi ce rapide retournement de veste? Il faut rectifier un peu que le parti Conscience citoyenne n'est pas créé avec l'avènement du président Patrice Talon au pouvoir. Non, le parti Conscience citoyenne a une histoire. Le parti Conscience citoyenne avait d'abord été un mouvement, le mouvement Conscience citoyenne, pour animer un courant du rétablissement des valeurs républicaines, des valeurs sociales, des valeurs morales, des valeurs religieuses, des valeurs tout court, les valeurs du sens de la responsabilité, les valeurs du respect de la chose publique. C'est ce courant que ce mouvement avait animé pendant longtemps. Donc c'est un mouvement qui a été créé depuis 2005 en tant qu'un mouvement qui était un mouvement horizontal du Parti du Renouveau démocratique à l'époque. Suite à quelques difficultés que nous avions eues au niveau de ce parti, où nous étions obligés de prendre nos responsabilités, en 2013, ce mouvement a été transformé en mai, le 23-24 mai 2013, à Porto Novo. Donc, en tant que parti politique, c'est depuis 2013. Comme mouvement, c'est depuis 2005. Vous comprenez là que c'est bien avant l'élection du président Patrice Athanase Guillaume Talon. Retournement de veste, je dirais non. En ce qui me concerne, en ce qui concerne les camarades avec qui nous travaillons au niveau du parti Conscience citoyenne, le sens de l'intérêt général guide nos pas, les valeurs. Quand vous prenez déjà le nom du parti, et quand nous disons conscience citoyenne, ce n'est pas de mots alliés, c'est toute une conviction. Et quand vous lisez le manifeste de notre parti, vous comprendrez exactement ce que je suis en train de dire. Et donc, ce n'est pas un retournement de veste, mais il s'agit d'une décision que notre parti a prise en mars 2016, compte tenu non seulement au niveau du projet de société. Je dois avouer que pendant les campagnes électorales, nous avons soutenu le candidat Lionel Zinsou pour plusieurs raisons, notamment d'abord la personnalité elle-même, formatée ailleurs, dotée d'une certaine capacité conseil. Et nous avons pensé à l'époque qu'avec son élection, on aurait aidé à rétablir un certain nombre de choses dans notre pays. À l'élection du président Patrice Talon, par rapport à comment l'investiture s'est déroulée, aux premiers actes qui ont été posés par son gouvernement, et au niveau du parti, nous sommes réunis très rapidement et nous avons analysé. Vous savez, quand vous voyez quelqu'un qui danse, si vous savez qu'on reconnaît celui qui sait danser, à ses premiers pas, vous êtes en mesure de savoir si celui-ci peut bien danser. Si vous êtes un amateur de football, si vous voyez quelqu'un qui touche au ballon, vous êtes en mesure de savoir que celui-ci sait jouer. Et donc, dans les premiers actes courageux pris par le chef de l'État et son gouvernement, très rapidement, nous nous sommes réunis au niveau du parti pour dire que ce qu'on cherchait avec le président le Premier ministre Lionel Zinsou à l'époque, on peut bien l'avoir avec le président Patrice Talon. Et qu'est-ce qu'on cherche? On cherche celui qui, dans la fonction du président de la République, aiderait à la restauration de l'autorité
de l'État. Vous savez, pour qu'un oiseau se porte bien sur un arbre, il faut que cet arbre aussi se porte bien. Et cet arbre ici, c'est la République. Cet arbre ici, c'est le Bénin. Et l'autorité de l'État qui a presque déserté le forum, la rigueur républicaine, les valeurs républicaines, les valeurs citoyennes qui ont déserté le forum et qui... Sous un régime que vous soutenez. Je viens et j'y arriverai. Et qui crée assez de problèmes dans notre pays. Nous avons trouvé que cette rigueur est dans l'exercice de son pouvoir et c'est cela que nous soutenons. Sans faire la langue de bois par rapport à ce que vous voudrez dire, mais je voudrais tout simplement vous dire que même en soutenant à l'époque le président Boni Yayi qui a fait beaucoup pour notre pays, mais un homme n'a jamais tout. Seul Dieu n'est pas fait, seul Dieu peut tout faire ou c'est tout. Mais quant à un homme, vous avez forcément des limites. Vous avez forcément des choses sur lesquelles on peut bien trouver à redire. Et donc, dans le soutien au président Boni Yayi à l'époque, qui avait parlé aussi de la refondation, et moi j'ai publié un ouvrage que j'ai intitulé Renouer avec les repères à l'occasion des 50 ans de notre indépendance, pour dire que ce que nous disons, c'est pas que nous allions, c'est le mot, c'est les convictions profondes. Et quand vous lisez cet ouvrage, quand vous nous suivez de très près avec le contenu de ce que devait être la refondation, c'est la restauration d'un certain nombre de valeurs. Donc, ce qui explique aujourd'hui que nous soutenons les actions du président Patrice Talon. Donc, ce n'est pas... On pourrait bien dire que c'est un retournement de veste, mais nous ne le voyons pas comme ça, parce que ce qui compte, c'est le contenu de la vision que nous avons. Ce qui compte, c'est les actes que nous posons. Ce qui compte, c'est le sens de la responsabilité que nous avons. Si vous venez de nous rejoindre sur Diaspora FM, sachez que vous suivez Dimanche Politique avec, bien entendu, le préfet Moukaram Badarou. Il y a ceux-là qui pensent que vous ne pouvez plus rester éloigné de ce qu'on appelle ici, chez nous, au Bénin, la mamite nationale. Qu'en dites-vous? Oui, vous savez, notre pays est en déconfiture morale. Notre pays doit renouer avec les repères, avec les fondamentaux de valeur, de notre point de vue. Un pays ne peut pas être vu comme une mamite. Un pays ne peut pas être vu, l'action, aller en fonction républicaine ne peut pas être vue comme à la recherche d'une hypothétique mamite. Ce n'est pas notre conviction. Je dois souligner au passage qu'on ne vient pas à la politique quand on a échoué dans autre chose, on ne vient pas à la politique parce qu'on est à la recherche de l'argent. Malheureusement, il faut bien l'avouer que c'est ce qui a cours aujourd'hui dans notre pays. Mais ce n'est pas notre cas. Il suffit de faire un tour dans notre histoire militante. Moi, j'ai démarré la chose politique, je n'avais qu'aux alentours de 16 ans et demi, 17 ans. Si vous prenez mon âge aujourd'hui, vous comprendrez que j'ai commencé très tôt. Et à cette époque, et de tout le parcours que nous avons eu, ce n'est pas pour de quelconque moyen. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes très préoccupés par ce qu'est devenu le militantisme dans notre pays. Mais nous, en notre temps, c'est avec assez de sacrifices que nous militons, c'est avec nos sous que nous militons. Nous courons après les aînés pour aller apprendre, pour aller comprendre, pour aller savoir comment ça se passe. Et donc, je dois vous dire qu'après le militantisme au niveau de l'école, au niveau de l'université, dans la vie relative, à aucun niveau où nous sommes passés, où nous n'avons pas fait preuve de volontariat, où nous n'avons pas fait preuve de générosité par rapport à l'intérêt général, par rapport à un combat qu'il faut mener pour sortir de l'ornière là où nous nous retrouvions, ou bien le pays. Et donc, ce n'est pas une affaire de mamite. Le mot est utilisé à point nommé, parce que malheureusement,
C'est de cela qu'il s'agit dans notre pays. Et c'est pourquoi nous travaillons, nous nous rangeons du côté de ceux qui se battent pour corriger, pour rectifier le tir. Vous suivez le chef de l'État et son gouvernement. Je pense qu'ils étaient nombreux à avoir voté pour le président Patrice Talon, comme c'est un opérateur économique d'envergure, et qui ont pensé qu'avec lui, il ferait beaucoup d'affaires, il ferait de business, comme on dit, et à leur grande surprise, parfois je vais très loin en disant, à près de 70%, pour la plupart de ceux qui sont allés avec lui, avaient beaucoup pensé que c'était avec quelqu'un qui fait de business sur le dos de l'État. Et à leur grande surprise, et au plus grand bonheur de notre pays, au plus grand bonheur du peuple béninois, que c'est avec assez de rigueur républicaine qu'il exerce la fonction. Parce que la Chine ne s'est pas construite dans la complaisance. La France ne s'est pas construite dans la complaisance. Aucun des grands pays, aucun des pays développés ne s'est construit dans la complaisance. Le Rwanda n'est pas en train d'être construit dans la complaisance. Les États-Unis ne se sont pas construits dans la complaisance. Partout où vous sentez le développement, partout où vous avez le développement, c'est dans la rigueur républicaine, évidemment avec des valeurs sociales, avec les valeurs d'éthique, avec les valeurs du sens de l'intérêt général, qu'ils ont réussi à construire leur pays. Et nous-mêmes, si nous voulons construire notre pays, nous sommes obligés d'emboîter le pas, nous sommes obligés de prendre le chemin qui mène au développement. Vous savez, on dit chez moi je suis un Yoruba, que si vous voulez que cela soit comme c'est, il faut absolument faire comme on fait. Et donc, c'est avec beaucoup de conviction que je vous dis que le choix qui est le nôtre au niveau du parti Conscience Citoyenne n'a rien à voir avec cette affaire de Mamine, parce que, à vrai dire, je peux être tenté de vous dire que si c'est une affaire d'intérêt, peut-être que nos intérêts pourraient être encore mieux servis en ce moment, Monsieur Tranquillin. Et je le dis, et peut-être des initiés, des acteurs politiques peuvent déchiffrer ce que je suis en train de dire, parce que je peux vous assurer qu'au plan politique, ce n'est pas que, si c'est pour seulement des intérêts matériels, ce n'est pas que forcément au pouvoir. Moi, j'ai fréquenté beaucoup le président Étienne Tshisekedi Wamulumba à Kinshasa, qui n'a jamais exercé en tant que tel le pouvoir. C'est vrai qu'il a été de manière très éphémère Premier ministre, mais il n'avait jamais été à l'abri du besoin. Et même ici au Bénin, vous connaissez bien d'opposants, de grands opposants qui n'ont pas été à l'abri du besoin. Donc ce n'est pas que forcément avec un pouvoir qu'on a ses intérêts. Mais par contre, quand un pouvoir est dans le sens des choses que vous voulez, quand le président Patrice Talon arrive et qui prend la décision courageuse d'établir les 6 chefs de lieu de département sur lesquels on tournait en rond pendant longtemps, où on pensait que pour le faire, ça devait poser problème. Vous savez, pour gérer un pays, c'est comme une mère avec son enfant. Si l'enfant est malade, si vous voulez sauver votre enfant, vous lui administrez le médicament qu'il faut. Nos mamans savent très bien comment gérer l'enfant pour faire administrer ce médicament. Mais si vous devez tenir trop compte des pleurs de l'enfant, parce que là, ce n'est pas de la limonade que vous lui donnez, ce n'est pas du yaourt, et l'enfant ne veut pas toujours le prendre. Mais nos mères, vous êtes obligés de tout faire pour lui faire administrer le médicament pour que vous gagnez votre enfant et que l'enfant gagne sa vie. C'est exactement ça quand on exerce le pouvoir d'État. Ça doit être au service de la République, ça doit être au service du pays, et s'il y a des sacrifices à consentir, il faut bien consentir ces sacrifices pourvu que le point d'arrivée soit celui qui mène vers le développement. Mais avez-vous l'impression, Moukaramba Darou, que le soutien que vous apportez aujourd'hui au président
de la République, Patrice Talon, est reconnu par ce dernier et récompensé en retour? Là aussi, puisque ce n'est pas loin de la question posée par Traclin, à savoir qu'il faut forcément avoir un retour, il faut forcément avoir une récompense. Quand moi j'écrivais mon livre, Patrice Talon n'était pas président de la République. Quand moi j'ai démarré le militantisme, le président Patrice Talon n'était pas président de la République. Peut-être qu'il n'était même en rien dans le jeu politique. Donc c'est vous dire que nos choix ne sont pas commandés par ces intérêts-là. Mais par contre, nous sommes là pour... Moi, j'ai une passion de servir la chose publique. Chacun a sa passion. Il y en a qui aiment bien le football, il est prêt à en mourir. Il y en a qui aiment... chacun a sa passion. Moi, le Bénin me passionne. Servir la République, c'est se mettre dans le service de la chose publique me passionne. Si une confiance vous est faite, eh bien, vous allez pour servir. Mais le choix à la base ne peut pas être commandé par la recherche absolue de ce que vous devez avoir une récompense. C'est pas comme ça se passe aujourd'hui où le militant qui vient à vous veut forcément avoir le retour. S'il n'a pas ça, il ne peut pas. Et moi, j'ai l'habitude de dire quand je rencontre les jeunes, quand je rencontre nos compatriotes sur le terrain, vous devez être en mesure de servir de manière généreuse la chose politique. Vous devez être en mesure de vous donner corps et âme pour la chose politique, si tant est que vous voulez vraiment le faire. Mais venir à la politique, vouloir faire la politique simplement parce qu'on est à la recherche de l'argent ne peut pas vous amener. Malheureusement, effectivement, dans notre pays où toutes les valeurs sont en berne, au profit d'une seule qui n'en est pas une en tant que telle, la valeur argent. Et ça trompe tout le monde parce que la monnaie n'a que sa valeur faciale, chacun se trompe sur ça. On pense que c'est le déterminant, on pense que s'il y a ça, il n'y a rien à faire, et pourtant, vous pouvez le constater, l'histoire ne retient pas, les grands noms que l'histoire nous retient, ce n'est pas ceux qui ont eu beaucoup d'argent, mais c'est ceux qui se sont battus dans l'intérêt supérieur de leur peuple, c'est ceux qui savent se battre pour leur pays. Martin Luther King n'avait pas des milliards en banque, le Premier ministre Patrice Emery Lumumba n'a pas de milliards en banque, Sankara n'a pas de milliards en banque, et c'est des grands noms. Pourtant, on a eu des présidents qui ont fait 20 ans, on a eu des hommes qui ont eu des milliards, qui, si vous ne savez pas faire, disparaissent avec vous. Qui, si vous ne savez pas faire, disparaissent avec vous. Et donc, je voudrais profiter de vos micros pour appeler à ce que dans notre pays, que nous fassions le nécessaire pour... J'ai l'habitude de dire que les Béninois doivent rechercher à ressembler aux Dahoméens, qui avaient le sens de l'intérêt général, qui avaient le sens de la chose publique, qui avaient le sens du respect de soi. Parce qu'avant que l'autre ne vous respecte, vous devez vous respecter vous-même. Et ce faisant, nous arriverons à être souvent dans des postures utiles pour notre pays. Et donc, le soutien au président Patrice Talon, c'est vrai que quand vous êtes élu président de la République, vous devez former un gouvernement, vous devez mettre en place votre administration. Absolument, il faut aller les rechercher parmi vos compatriotes dont vous trouvez qu'ils sont d'accord avec vous, qu'ils ont une certaine compétence. Mais le soutien à un gouvernement, le soutien aux actions d'un gouvernement, le soutien à un président de la République ne peut pas être guidé que par la recherche absolue d'un poste, parce que ce faisant, vous allez taper à côté, parce que tous ceux qui vont soutenir un chef d'État, eh bien, tous ceux-là ne pourront pas être ministres, tous ceux-là ne pourront pas être préfets, tous ceux-là ne pourront pas être directeurs généraux, parce que c'est bien des postes limités. Et donc, vous risquez d'être déçus. Mais par contre, vous devez pouvoir savoir que les sacrifices qu'il y a consentis, les efforts qu'il y a accompagnés, le peu que vous-même vous pouvez apporter pour un mieux État,
pour un mieux État, qui permet à ce que chaque compatriote, ou qui se trouve sur toute l'étendue du territoire national, puisse trouver le minimum social commun dont a parlé le professeur Albert Thévoïdré. Donc, pour vous dire que c'est avec beaucoup de conviction que nous conduisons les actions au niveau de notre parti. C'est avec beaucoup de conviction que notre parti a fait son choix. Et je dois vous dire, quand nous étions en train de faire le choix, nous n'avons pas occulté de ce que les gens pourraient parler de retournement de veste, les gens pourraient dire un peu tout ce que nous entendions là. Mais dans la vie est un choix, comme on dit. Il faut apprendre à prendre des décisions fortes. Parce que si vous croyez en ce que vous faites, il y a un vieux qui m'a enseigné dans les années 89 à Kinshasa. Il m'a dit, petit, fais bien, on peut se moquer de toi, mais fais mieux, on te suivra. Et moi, j'ai retenu ça et je vivrai avec. Et par conséquent, toutes les fois où il y a des décisions majeures à prendre, des décisions auxquelles je crois, eh bien, j'irai dans cette décision-là. Et très souvent, il se fait que quand nous faisons ces choix, avec le temps, les gens se rendent compte qu'effectivement, c'était des choix rationnels. Et je dois finir sur le sujet. Vous savez, les questions de développement, c'est pas des questions de sochalucha, comme on dit. Quand vous voulez construire un pays, c'est brique par brique, comme on le dit. Quand vous voulez construire un pays, c'est beaucoup d'actes conjugués qui conduisent au développement d'un pays. Quand vous voulez construire un pays, il y a beaucoup de sacrifices à consentir. Et dans le temps de ces sacrifices, eh bien, les populations peuvent bien sentir la sévérité de la chose, mais c'est au bout du rouleau, parce qu'à chaque point, vous devez être en mesure de vous rendre compte que vous êtes en train de poser très bien les balises nécessaires qui permettent d'aller vers le développement. Et au bout d'un temps donné, les gens se rendent compte qu'ils commencent à sentir un léger mieux. Je prends aujourd'hui dans le coton, nous tutoyons les 500 000 tonnes. Aujourd'hui à Cotonou, la sécurité semble se rétablir. Aujourd'hui à Cotonou, que vous soyez à moto ou en voiture, les gênes qu'on avait avant face à un certain nombre de choses que vous comprenez aisément que je veux dire, on n'a plus ça. Et donc, c'est à petits coups qu'on se rend compte que la politique qu'on mène au niveau d'un gouvernement, que les sacrifices qu'on est en train de consentir, c'est à petits coups qu'on se rend compte que ces sacrifices produisent des résultats. Monsieur le préfet, aujourd'hui vous êtes à votre propre compte dans le privé, comme on le dit. Vous êtes président d'un parti politique, ce qui est une fonction totalement altruiste. Il faut gérer la clientèle politique, gérer les problèmes de vos militants. Est-ce que les revenus que vous tirez de votre activité aujourd'hui vous permettent de répondre à cette obligation aujourd'hui ? Vous savez, ça rejoint ce que j'étais en train de dire, parce que malheureusement, la chose politique est en difficulté dans notre pays. Tant qu'on ne va pas rétablir, la difficulté va continuer. Parce que quand vous voulez élire le chef quartier, vous voulez élire un conseiller communal, vous voulez élire le ministre, un président de la République, vous voulez élire un député, et que tout passe par l'argent, mais vous allez taper à côté. Et c'est ce qu'on constate souvent aujourd'hui au niveau de nos villages, au niveau de nos quartiers, au niveau de nos circonscriptions électorales, où c'est en fonction de ce que vous amenez comme matériel que vous avez la confiance de nos populations. Eh bien, nous n'avons pas fait ce choix. Nous faisons la politique vous savez, en économie, on dit quand vous n'avez pas les moyens de votre politique, vous faites la politique de vos moyens. Et en vertu des convictions aussi qui sont les nôtres, parce qu'il faut éviter d'avoir des militants mercenaires. Il faut éviter, si vous avez besoin de 1000 personnes, en fonction de ce que vous souhaitez, vous avez les 1000 personnes. Mais en réalité, peut-être qu'il n'y a que 2 qui partagent vos convictions. Et une fois que c'est ça, vous n'avez pas de militants. Une fois que c'est ça, vous ne pouvez rien construire avec. Le gars est un mercenaire. Il est avec vous ce samedi, et bien le samedi prochain, il est avec un autre. Parce qu'il est mercenaire. Vous payez, il vient prester. La quasi-totalité et malheureusement, c'est pour ça que nous nous battons. Il faut corriger la chose. On ne peut pas... j'ai toujours l'habitude de dire que c'est notre génération. Il y a une génération qui est défaillante. C'est peut-être la nôtre. Il faut avoir l'honnêteté intellectuelle de le dire. Parce que nos aînés ont fait ce qu'ils ont pu. Quand les Robert Dossou
quand les Moïse Messan, quand les Albert Tévoudjere, quand et tant d'autres, les Bruno Amoussou se battaient avant, les Aoumadégbé, les Maga, quand tous ces gens-là se battaient dans le cadre de la construction de notre pays, ce n'était en rien pour l'argent. C'était uniquement et strictement pour construire le pays. Et à l'époque, les militants, les gens n'allaient pas à eux parce qu'ils avaient des moyens. Mais les gens, Maga n'était qu'un instituteur. Il faut me dire où est-ce qu'ils pouvaient trouver des moyens pour se faire élire s'ils n'avaient pas le soutien militant et vrai des populations. Et jusqu'en 1991, 90-91, prenez la liste des députés à l'Assemblée nationale, la première législature, vous vous rendrez compte de ce que je dis. Ou des sachants, ou des gens qui ont le background nécessaire, les gens qui ont la capacité politique nécessaire, mais qui n'avaient pas de moyens parce que on ne construit pas un pays à partir, vous savez, comme dirait l'autre, au commencement était la parole. Et mieux, c'est les idées qui précèdent le développement. Ce n'est pas avec l'argent qu'on fait le développement. On fait le développement avec des idées. On fait le développement avec de la vision. Et donc, nous travaillons, pour être en lien avec votre question, nous travaillons à sensibiliser sur le terrain. Nous travaillons à faire comprendre à nos compatriotes. Nous ne nous mettons pas dans une situation de complaisance et de complexe pour rechercher le grand nombre, alors qu'en réalité, au bout de l'eau, vous n'avez rien sous la main. Et nous savons, si nous arrivons à convaincre 5 personnes aujourd'hui, nous arrivons à convaincre demain 10 personnes, 100 personnes, 1000 personnes et ainsi de suite. Mais toutes les fois où nous arrivons véritablement à convaincre, c'est que nous avons gagné un citoyen. Vous savez, ce n'est pas parce que vous êtes seulement dans un pays, dans une ville, que vous êtes citoyen. Vous ne devenez véritablement citoyen que parce que les intérêts de votre communauté vous importent. Vous ne devenez véritablement citoyen que parce que l'intérêt supérieur de votre pays est au premier chef. Mais si vous n'êtes que là que pour votre propre intérêt, rien que pour votre propre intérêt, vous n'êtes pas un citoyen. Et vous savez, il y a un philosophe qui dit que c'est de n'être inutile que de ne chercher qu'à être utile qu'à soi-même. Et donc voilà les convictions que nous partageons avec nos militants et avec tous nos compatriotes qui veulent bien nous écouter. Et nous savons que plus les jours passent, plus nous gagnons un peu plus le terrain, parce que, en comptant beaucoup plus sur la jeunesse, parce que la jeunesse, elle fait le lance de développement. Et donc c'est vers cette couche que nous allons beaucoup plus. Nous sensibilisons certainement des aînés aussi, mais c'est beaucoup plus vers cette couche qui peut faire le bien de demain, que nous travaillons à ce que le formatage soit autre que ce qui est là en ce moment. Alors, Moukaram Badarou, vous étiez un membre influent du Parti du Renouveau démocratique, vous étiez même secrétaire général du parti. Vous avez quitté le parti, vous nous direz peut-être dans quelles circonstances, mais aujourd'hui vous vous retrouvez à soutenir avec ce parti le même régime politique. Pouvons-nous savoir quelles sont les relations, les rapports que vous entretenez aujourd'hui avec ce parti, avec son président en particulier? Oui, c'est vrai que nous avons servi, nous avons milité, et sérieusement, au niveau du Parti du Renouveau démocratique. Je dois avouer que je dois avouer que j'aime pas trop en parler, parce que celui qui regarde dans le rétroviseur, il fait marche arrière. Il faut regarder dans le pare-brise pour aller de l'avant. Moi, j'ai mis 20 ans, une vingtaine d'années, au niveau du Parti du Renouveau démocratique. Mais pour ceux qui me connaissent, quand moi je suis en désaccord profond, quand je ne suis pas d'accord, je prends mes responsabilités. Et donc, il s'est avéré que je me suis retrouvé en désaccord profond au sommet du parti. Nos responsabilités ont été prises. Nous avons déposé notre lettre de démission. Nous sommes partis. Je me rappelle qu'à l'époque, certains amis avec qui j'ai partagé la confidence m'avaient dit non, il faut juste écrire démissionner pour des raisons de convenance personnelle. J'ai dit non. Je ne peux pas être secrétaire général d'un parti à l'heure où je suis en désaccord, je dois partir. J'ai un devoir vis-à-vis des militants, j'ai un devoir vis-à-vis de nos compatriotes. Il faut absolument, tant soit peu, dire quelque chose par rapport le pourquoi nous étions en train de partir du parti. Les relations, nous avons des relations cordiales avec beaucoup de responsables
au niveau du parti, parce que là où vous avez mis 20 ans, vous comprenez qu'il faut des raisons majeures vraiment pour partir. Là où vous avez mis 20 ans, ça veut dire que vous n'êtes pas dans la complaisance politique, vous êtes véritablement un militant. Mais au même moment, à l'heure où vous avez des désaccords profonds, et ce n'est pas qu'au Parti du Renouveau démocratique que moi j'ai démontré cette indépendance d'esprit. Vous savez, je suis fondamentalement croyant. Je sais que c'est Dieu qui pourvoit. Ce n'est pas des hommes. Celui qui sait s'agenouiller pour Dieu peut tenir debout devant n'importe quel homme. Contrairement à ce que nous pensons beaucoup plus aujourd'hui dans notre pays où on célèbre ce qu'il ne faut même pas célébrer. On célèbre d'inutile. On célèbre du yo-yo ici au Bénin. Et moi, j'ai eu la chance d'avoir été souvent au pas des anciens. Et je ne suis pas du tout dedans. Quand moi je ne suis pas d'accord, je peux en ressortir. Et au-delà du Parti du Renouveau démocratique, je dois vous souligner au passage, je voulais le remercier aussi au passage, et paix à son âme, le ministre Fatihou Akplogan, dont vous avez parlé tout à l'heure, où j'ai été son collaborateur. Quand il y a eu des désaccords avec lui, bien que au plan matériel, il y avait assez d'intérêt à satisfaire, puisque on est parti du ministère du Commerce, on est allé au ministère de l'Agriculture. Et Dieu seul le sait, pour ceux qui connaissent, savent bien ce qu'il y a au niveau du ministère de l'Agriculture. Mais c'est de là que moi j'ai démissionné, parce qu'à un moment donné, je n'étais pas d'accord avec le ministre. Quand vous n'êtes pas d'accord, vous prenez vos responsabilités. Vous savez, il y a très souvent, on dit... c'est la faute au conseiller, le chef de l'État ou le ministre ou tel responsable. Non, c'est très souvent la faute aux cadres eux-mêmes. Le cadre qui veut forcément satisfaire le chef. Parfois, le chef n'est pas preneur, mais il veut se faire plaire, et même quand ils ne sont pas contents, même quand il n'est pas d'accord, il joue le jeu. Et puis après, c'est le même qui vient tirer après dans le dos de ce responsable. Je suis pas de cet acabit. Et donc, je peux vous dire que notre départ du Parti du Renouveau démocratique est relatif au fait ce que on n'était pas d'accord à un moment donné, mais les relations avec les responsables au niveau de ce parti au jour d'aujourd'hui sont cordiales. Et vous avez dit qu'on se retrouve ensemble avec le nouveau régime. Bon, chacun est dans son couloir. Moukaram Badarou, récemment à Porto Novo, le président Maître Adrien Ouidji, qui est le président du parti PRD, en même temps président d'une institution de contre-pouvoir, organisait une marche de soutien au président de la République. On aimerait bien avoir votre avis sur cette marche et aussi le regard que vous portez sur l'alliance PRD et Talon. Non, en ce qui concerne l'Alliance, chaque parti fait son choix en fonction de ses propres critères, de ses propres éléments. Et donc, je n'arrive pas dedans. Mais par contre, en ce qui concerne la marche, je crois savoir que le chef de l'État l'a dit de manière forte, qu'il n'a pas besoin de ça. Peut-être qu'il ne s'est pas prononcé par rapport spécifiquement à cette marche, mais par rapport à l'ambiance qu'il y avait dans le pays à l'époque du président Boriaï. Je pense que le président Talon s'est prononcé fortement sur ça, parce qu'effectivement, vous savez, pour beaucoup de choses que nous faisons, où on dit que nous copions souvent la France ou bien l'extérieur, mais quand nous voulons copier, alors copions complètement, et bien, ça m'étonnerait que vous voyez un mouvement de partis politiques en train de marcher en France pour soutenir le président Macron. Et moi, je pense que quand vous soutenez un chef de l'État, il faut aller travailler. Il faut travailler. Où que chacun se trouve au niveau des militants de ce parti politique, où que se trouvent les cadres de ce parti politique, vous travaillez dans l'esprit du programme, de la vision du chef de l'État que vous soutenez, et ce faisant, vous apportez votre contribution effective au développement du pays, mais aussi à l'avancement ou à la réalisation des objectifs que ce président de la République ou que ce gouvernement s'est fixé. Je ne pense pas, pour ma part, je ne pense pas que c'est dans les soutiens, les marches, et je peux vous avouer que je n'en pensais pas moins déjà du temps du président
Boniaï. C'est-à-dire que les marches, à n'en point finir, honnêtement, je ne pense pas que ce soit avec ça qu'on peut développer notre pays. Merci, Monsieur le Préfet. Nous allons maintenant aborder l'actualité sociopolitique nationale. Nous avons déjà atteint une demi-heure dans cette émission, donc nous allons accélérer le rythme. Vous avez, comme nous constaté, après 3 mois de bras de fer avec le gouvernement, les centrales et confédérations syndicales ont fini par décider de renoncer à leur mouvement de grève, de lever leur motion. Faut-il considérer cela comme une victoire de la politique de fermeté du président Patrice Talon? Je voudrais saluer cette décision prise par les différentes centrales syndicales parce que je crois chacun commençait par être fatigué de la situation. C'est vrai, moi par le passé, j'ai été syndicaliste aussi. Des revendications, il faut bien savoir les porter, il faut bien savoir se battre parce que c'est la lutte paye, comme on dit. Mais il faut toujours aussi savoir raison garder dans l'intérêt supérieur du pays parce qu'on ne partage pas la pauvreté, on partage la richesse. Et pour partager la richesse, il faut la produire. Et notre pays qui a beaucoup de contraintes, notre pays qui n'est pas un pays qui a du pétrole, qui a d'autres ressources minières, donc ce n'est pas que le travail au quotidien que nous faisons que nous pouvons vraiment construire notre pays. Donc je voudrais les remercier, les féliciter de ce sens de responsabilité parce qu'ils n'ont pas levé, parce qu'ils sont complètement satisfaits. Il faut avoir l'honnêteté intellectuelle de le dire. Donc il faut saluer le geste. Et vous avez dit, est-ce que la politique de la fermeté du président de la République a payé? Dans la même veine de ce que je vous disais tantôt, vous savez, il faut exercer la fonction de chef de l'État avec une rigueur républicaine. Ce n'est pas fermeté pour fermeté, non, ce n'est pas ça. Mais tout au moins être en mesure de dire à votre vis-à-vis, ça je ne peux pas. Ça je ne peux pas. Parce que si je dois vous faire plaisir, et on va dedans, parce que dès que le plaisir est fait, parce qu'un chef d'État, dès qu'il finit de donner l'accord de principe, eh bien, les services de l'État se mettent en branle. Et ça a un coût. Bon, donc si c'est seulement pour faire plaisir, ce n'est pas bien pour un État. Mais donc il est bon pour un chef d'État, et c'est ce que le chef de l'État a fait, que nous on salue, à savoir montrer, dire et faire dire, parce que les ministres, je veux remercier et saluer aussi les ministres qui ont été dans ces négociations-là, le ministre Biotchané, la ministre Adidia Matisse et autres. Je sais que c'est sûr que ça n'a pas été facile pour eux, mais Dieu merci que les efforts ont été faits pour expliquer à leur vis-à-vis les réalités des caisses de l'État. Et au fur et à mesure qu'on serait en train de travailler, où la richesse va être en train d'être produite, à coup sûr, ça m'étonnerait qu'il y ait un chef de l'État qui ne veut pas que son compatriote qui gagne 100 000 à l'heure où il est arrivé ne passe peut-être pas à 200 000 francs à l'heure où il serait en train de partir. Si les conditions de faire porter, de doubler ce salaire sont réunies, à coup sûr, il n'y a pas ce chef d'État qui ne voudra pas le faire parce qu'on n'est pas chef d'État pour vouloir le mal de son peuple, pour vouloir le mal de son peuple travailleur. Donc, la fermeté, mais pas fermeté pour fermeté, la fermeté républicaine, c'est-à-dire dit exactement ce qu'il y a. Ne pas être dans le populisme, ne pas être dans la recherche de vouloir simplement faire plaisir. Il faut savoir dire ce qu'il y a. Je pense que c'est ce que le chef de l'État a fait, c'est ce que le gouvernement a fait. Il faut le remercier, le saluer. Saluer et remercier aussi les centrales qui, quand même, au bout du rouleau, finalement, ont levé cette motion. Et parce que chacun d'entre nous, on a eu peur par rapport, notamment, à une
les enfants vont à l'école avec l'anxiété de ce que, et surtout ceux ou celles qui sont en classe d'examen. Maintenant, je continuerai sur le sujet en disant que ce soit au niveau du gouvernement qu'au niveau des centrales, que le nécessaire soit fait pour comprendre qu'il ne s'agit pas, ça je le disais déjà quand j'étais en fonction de préfet, il ne s'agit pas d'être là en train de sauver des années. Parce que les difficultés que nous avons dans le pays aujourd'hui, où parfois le monsieur, il a une licence, il a une maîtrise, dites-lui de vous faire un projet de discours, dites-lui de vous faire une proposition de courrier. Vous êtes dépassé par ce qu'on vous amène. Et pourtant, le monsieur a une maîtrise. Et pourtant, le monsieur a peut-être un master 1 ou un master 2. Pourquoi? Parce que le niveau a considérablement baissé. Il faut travailler à relever le niveau dans notre pays. Et ça, c'est dans la fermeté républicaine qu'il faut y arriver, de sorte, et il faut travailler à ce qu'on ne soit pas là à sauver des années. Parce que des années qu'on dit qu'on sauve là, mais il y a des trous qu'on multiplie. On a sauvé cette année, l'enfant finit par se retrouver en classe supérieure, l'année suivante on a sauvé encore, et du coup, l'enfant rate sa formation. La succession des années sauvées, c'est le résultat de ce que nous avons aujourd'hui dans le pays. Et quand nous parlons parfois des difficultés que nous avons dans le pays, j'ai toujours l'impression que nous sommes un peu de manière superficielle. On ne fait pas attention de la profondeur, de la crise morale, de la crise intellectuelle qu'il y a dans le pays. Et avec ces genres de crises, parce que les véritables crises, ce n'est pas des crises financières, ce n'est pas les crises économiques. Les véritables crises, c'est les crises morales, c'est les crises intellectuelles, parce que le sachant, qui en réalité n'en sait rien, ou celui qu'on croit qu'il sait alors qu'il ne sait rien, ou celui qui bombe le torse pour faire croire qu'il sait alors qu'il ne sait rien, il devient un danger pour la société. Et donc, moi, je voudrais, après remerciements et félicitations des deux, si je puisse m'exprimer ainsi, des deux camps, ses partenaires sociaux et gouvernement et les centrales, je voudrais en appeler à l'esprit républicain de chacun d'entre eux, qu'il soit ministre, que soit le chef de l'État ou les secrétaires généraux et militants des centrales républicaines. Je voudrais, parce que c'est le doyen Gantin qui dit que nul n'est au-dessus de son pays. Et par conséquent, je voudrais souhaiter vivement que chacun d'entre eux comprenne, les inviter à un esprit républicain qui amène à ce que des solutions qu'on est en train de trouver, ou les tentatives de solutions qu'il y a, d'arriver à de véritables solutions qui permettent à ce qu'on ne soit pas là à sauver des années, mais à avoir d'années scolaires, d'années universitaires en bonne et due forme. Et la même chose que nous disons en fond en ce qui concerne, c'est vrai qu'il y a un lien, mais c'est la même chose au niveau des hôpitaux. Parce que quand quelqu'un est malade, il faut bien qu'il ait de bons soins. Mais pour avoir de bons soins, il faut bien avoir des gens qui sont bien formés. Et non seulement qui sont bien formés, mais qui ont la conscience de leur profession. Bon, c'est un tout, et je pense que la politique menée, qui prend en compte la nécessité de conscientiser chacun d'entre nous sur ce qu'il y a à faire, c'est-à-dire que dès qu'on vous met dans une fonction, dès que vous demandez à être recruté et que vous êtes recruté, dès que vous êtes en responsabilité, de privilégier l'intérêt général. Et c'est pour ça que les sanctions qui tombent au niveau du gouvernement à l'endroit de tous ceux que je pourrais appeler de divorcés sociaux avec la chose publique, je pense qu'il faut saluer ces sanctions parce que ce faisant, ça peut amener d'autres à faire attention. Et il faut faire attention avec la chose publique parce que la chose publique, ce n'est pas à vous. Ici au Bénin, aujourd'hui, dès que c'est pour l'État, on est prêt à en abuser. Mais quand c'est privé, c'est bien entretenu. Eh bien, c'est pas normal. Monsieur le Moukaram Badaro, c'est vrai que les enseignants et les écoliers ont repris le chemin de l'école, mais les deux parties, c'est-à-dire le gouvernement et les partenaires sociaux, sera toujours en chien de faïence. Et il y a même cette instance centrale qui menace de revenir à la charge. Votre avis? Non, je pense que je voudrais les prier d'avoir la disponibilité d'esprit pour
négocier, pour échanger, pour voir le contenu de leurs revendications avec le gouvernement. Je voudrais prier aussi le gouvernement de faire l'effort de voir comment est-ce qu'il faut voir les choses avec eux, de sorte que, la crise de confiance, parce qu'il y a parfois un peu ça, la crise de confiance qui semble parfois exister entre les deux camps, que la confiance revienne dans le jeu. Et je voudrais les prier à ce que le Bénin soit la priorité. Vous savez, que ce soit la centrale, que ce soit le gouvernement, dès que chacun est dans une conscience de ce que le Bénin doit passer au premier chef, il y a une possibilité de trouver de solutions. Mais c'est quand l'intérêt particulier veut prendre le dessus que vraiment on n'arrive pas à trouver de solution. Mais je crois, avec ce qui est fait jusque-là, ou au niveau des différentes centrales, les négociations qui sont menées avec le gouvernement, je voudrais bien croire que des solutions vont être trouvées dans les jours, les semaines, voire mois à venir, pour que ceci soit des solutions durables. Et là, c'est quoi? Un gouvernement qui veut prendre des engagements avec vous, mais qui veut s'assurer de ce qu'ils sont en mesure de tenir son engagement, ça me paraît plus crédible que de vous dire oui, alors qu'en réalité, il sait très bien qu'il ne peut pas, il sait très bien qu'il ne le fera pas. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire, au lieu de régler le problème, c'est qu'on va le déplacer. Et je suis heureux de ce que, ça c'est une conviction profonde à mon niveau, ce que vous ne pouvez pas, dites à votre vis-à-vis, je ne peux pas. S'il est d'accord, vous continuez. S'il n'est pas d'accord, chacun prend ses responsabilités. Mais vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas. Et donc, celui qui a le courage de vous dire je ne peux pas, et qui vous le démontre, et vous êtes en mesure de savoir s'il dit vrai ou pas, parce que c'est vous les fonctionnaires. Le chef de l'État, le chef de l'État, c'est lui qui signe les décrets, tout. Mais les détails, ça se fait au niveau des cadres, au niveau des fonctionnaires. Donc les agents ou bien les militants au niveau des confédérations, ils ont une idée ils ont une idée de ce qu'il y a dans la caisse. Et donc, dans une vérité très nette et très claire, dite à ces responsables syndicaux, je pense que ça permet de trouver une solution durable, parce que, tout au moins, nous ne pouvons pas, mais si nous arrivons à travailler, nous pourrions augmenter, nous pourrions renforcer le contenu de la caisse, et donc on peut accéder plus facilement à vos revendications. Donc je voudrais tout simplement prier à ce que le sens aigu de responsabilité, le sens aigu de l'État, le sens aigu de l'intérêt général puisse commander vraiment aux négociations. Et à ce prix, je suis certain que ça peut permettre de trouver des solutions et durables. Alors maintenant, dans le domaine politique pur, Moukaram Badarou, il se profile désormais dans quelques mois maintenant les élections législatives. Certains indices laissent à croire que vous serez candidat, mais alors dans quel bloc et avec quelle chance de succès? Comme dirait l'autre, c'est sûr et certain, nos valeurs, nos idées, le parti se retrouvera dans cette échéance électorale. Avec quel regroupement? Vous savez, avec la charte des partis politiques qui probablement va être votée à l'Assemblée nationale dans les jours, semaines et peut-être mois à venir, chaque formation politique est obligée de revoir un peu sa copie. Et nous, on n'a pas perdu ce point de vue-là au niveau du parti Conscience Citoyenne. Donc nous sommes là en négociation avancée avec l'un des regroupements de la place, et très bientôt, je pense que nous ferons savoir ce que nous avons conclu avec ce regroupement. Et c'est avec ce regroupement politique-là que effectivement nous aborderons les échéances électorales à venir. Et c'est pour ça que nous soutenons fortement cette affaire de charte de parti politique, ou bien la révision de la copie du système partisan dans notre pays, parce que tout part de là et tout finit par là. Parce que le chef quartier,
le conseiller communal, le chef d'arrondissement, le maire, le ministre qui est nommé, le député, le président de la République, ils sont dans des fonctions politiques. Et c'est eux qui gèrent, ou qui devraient gérer, la saine émulation de notre peuple. Mais aujourd'hui, chacun reconnaît aujourd'hui, sauf si on veut être malhonnête, sauf si on veut être un mauvais citoyen, pour ne pas reconnaître que la chose politique dans notre pays est en panne. Et il faut sortir de là. Sinon, comme vous le constatez, aucun des partis politiques, fut-il ce qu'on appelle de grands partis politiques, n'a réussi à faire élire ni son leader ou un de ses membres attitrés président de la République depuis que le renouveau démocratique a commencé. La totale, c'est ce qui s'est passé en 2016, où même de grandes formations politiques n'ont pas réussi à positionner un candidat. C'est une aberration politique. Et en 2016, je me suis rendu compte que le pays est véritablement malade de la chose politique, parce qu'on ne peut pas comprendre, ce n'est pas quelque chose qui peut se passer dans beaucoup de pays ou dans des pays qui se respectent. Un parti politique est là pour rechercher à conquérir le pouvoir d'État et à l'exercer. Bon, donc, c'est pour ça qu'il faut saluer l'effort qui se fait pour que le système partisan soit revu dans notre pays, de sorte que les partis politiques puissent retrouver vraiment leur lettre de noblesse pour jouer la partition et le rôle qui leur est dévolu par la Constitution de notre pays, qui veut que la chose politique soit animée par les partis politiques. Et donc d'ici à là, nous ferons savoir le regroupement politique avec lequel nous sommes en négociation très avancée. Il y a d'autres regroupements politiques également qui se préparent pour les prochaines législatives. Récemment, à Diefa, autour du président Sébastien Adiavon est née une coalition, la coalition pour la défense de la démocratie, avec l'appui de deux anciens chefs d'État et l'ancien médiateur de la République également. Votre lecture de la création de cette coalition? Vous savez, toutes les fois où les Béninois se retrouvent pour réfléchir, pour analyser, pour dire leur point de vue sur la situation sociopolitique de notre pays, c'est une excellente chose. Mais par contre, parce que moi j'aime dire ce qu'il y a, la présence des deux chefs d'État m'a fortement gêné. Pour la simple raison que c'est des anciens chefs d'État. Et des anciens chefs d'État doivent faire l'effort d'être dans la posture de ce que tout le monde peut aller à eux. Ils doivent être dans la posture d'être des véritables conseils du président de la République en fonction. Des anciens chefs d'État, que je sois mouvancier, que je sois de l'opposition, je dois être en mesure d'aller à leur source, à leurs ressources. Parce que, ayant exercé la plénitude du pouvoir pendant 5 ans, pendant 10 ans, c'est des gens qui ont beaucoup vu. Et c'est d'ailleurs pour ça que des dispositions légales sont prises pour continuer à assurer leur sécurité, pour continuer à assurer leur secrétariat, pour continuer à assurer leur vie à la limite. Et ça, ce n'est pas payé pour être dans la chose partisane. C'est payé parce qu'on estime que dans le prolongement de la fonction que vous avez occupée, vous devez pouvoir continuer à servir la République. Et je dis la République. Vous ne devez pas être là. Ils peuvent avoir des opinions. Et mieux, des positions. Et mieux, mes chers amis, même il y a des positions qui se devront de garder. Et de trouver des couloirs pour aller l'exprimer. Moi, j'ai eu la chance de parler beaucoup de fois avec le président Mathieu Kérékou, paix à son âme. C'était un grand monsieur. Le président Kérékou n'était pas content sur tout. Mais pourtant, le président Kérékou, personne nulle part, vous l'avez vu, se prononcer sur quoi que ce soit pendant les 10 ans presque, puisque c'est presque à la veille du départ de Boniaï que le président Kérékou est parti. Paix à son âme encore une fois. Le sens de l'État. Et donc, je pense que ancien chef d'État, parce que se mettre dans une position partisane, se mettre dans ce que nous avions vu là,
créer une crise de confiance véritable entre vous et celui qui est en fonction. Et tous ceux qui sont en fonction autour de ce chef de l'État auront des difficultés pour aller à vous. Et donc, du coup, le dénominateur commun que vous devez être, vous cessez de l'être. Et mieux, les fonctions importantes qu'il pourrait y avoir au niveau international, je veux parler de l'OIF, je veux parler des Nations Unies, où le Bénin peut chercher à positionner et qui de mieux, vous avez vu comme Abdou Diouf, secrétaire général de la francophonie, ou le secrétaire général des Nations Unies, où on peut se battre pour se positionner, pour se valoriser. Parce qu'après la présidence de la République, je ne pense pas qu'il y ait encore quelque chose à occuper de valeureux ici au Bénin. Et donc, c'est qu'il faut aller rechercher à l'international. Le président est devenu maire par la suite. Moi, je dois vous avouer que ce n'est pas des exemples de la vision et de la chose politique que moi j'ai. Mais je respecte ça. Qu'on soit ancien président de la République, devenir maire, et vouloir devenir je ne sais pas quoi, je respecte ça. Mais ce n'est pas ma vision des choses, parce que j'estime que quand on a été président, parce que vous savez, c'est parce que vous avez été président de la République, dans votre position de maire, le préfet devient votre patron. OK? Et mieux que le préfet. Bon, donc, du coup, c'est des situations qui ne sont pas les plus aisées. Et la somme d'expérience que vous constituez, la somme de tout ce que vous avez vu qui peuvent être utiles au pays, se retrouve à être réduit quand vous venez à ces niveaux-là. Alors qu'on peut véritablement... Mais enfin, je pense que, entre autres regrets qu'il faut avoir de la présence des chefs d'État à Diéfa, la crise qu'on vient de traverser, au jour d'aujourd'hui, dans le pays, nous avons moins de remparts. Sinon, on n'en a plus du tout, malheureusement. Pourtant, les anciens chefs d'État, s'ils étaient dans des positions non partisanes, et le chef de l'État qui est là, c'est qu'il ne travaille que pour le pays, et donc ils n'ont pas une position partisane, peut avoir la confiance des propositions qui peuvent venir. Or, ayant géré pendant 5 ans, pendant 10 ans, ils connaissent certainement mieux comment ça fonctionne que le tout nouveau qui est dans la fonction, parce que l'expérience, ça compte toujours. Mais ça a duré parce que cette position est déjà perdue. Même les centrales savent qu'en allant là-bas, celui qui est en fonction va croire qu'ils sont désormais alors de ce bord politique. Et donc même les centrales vont éviter d'y aller. Eux-mêmes peuvent chercher à éviter à les appeler parce qu'ils savent très bien que celui qui est... Et donc tout ceci se retrouve être alors un gâchis pour le pays. Moi je voudrais... Et je ne vous cache pas que moi j'ai fait des démarches dans ce sens-là. J'ai fait des démarches dans ce sens-là. Je suis allé voir certaines personnalités pour dire la nécessité pour elles d'être dans une position non partisane. Parce que quand vous avez fini de tout avoir au plan politique, vous devez pouvoir être en mesure de vous mettre à la disposition du pays. Et se mettre à la disposition du pays, le chef de l'État qui est là peut commettre des erreurs, peut commettre des fautes. Et ceux qui sont dans l'opposition n'ont pas toujours raison sur toute la ligne, mais il doit y avoir des hommes tampons, des hommes qui sont au point médian pour concilier les points de vue afin de préserver notre pays. Des gens comme Ganti, nous n'en avons plus dans le pays, et Kérékou allait à eux pour trouver certaines solutions à l'époque quand il était en fonction. Le président Boniaï allait facilement chez Kérékou. Vous vous rappelez des élections de 2011 où il y avait eu des sérieuses difficultés par rapport à l'EPI à l'époque. Eh bien, c'est le président Émile Delain Zissou qui a réuni l'ensemble des acteurs politiques au champ d'oiseaux. Il avait associé à son époque à ses côtés le président de Nicéphore Soglo. Mais si le président Zissou était dans une position, c'est vrai qu'il n'était pas loin d'être le président d'honneur de l'UNDP, mais à un moment donné, il n'était plus en exercice pratique et politique, et donc il était en mesure de nous réunir. Il était en mesure de nous réunir. Mais s'il était... Et je ne trahis aucune confidence pour dire à l'époque que ceux de la mouvance présidentielle avaient fortement contesté la présence du président Soglo aux côtés du président Zissou. C'est le président Zissou qui leur avait dit
écoutez, concédez-moi ça, parce que ceux de la mouvance à l'époque avaient dit, il est le président d'honneur de l'Union fait la nation, il ne pouvait pas se retrouver là-bas, il doit aller s'asseoir avec la délégation de l'Union fait la nation. Mais quand on a été président de la République et qu'on vous ramène à ça, à la limite c'est réducteur et je pense que c'est moins intéressant pour le pays. Donc moi je profite de vos micros ce matin pour appeler à ce qu'au-delà des deux anciens chefs d'État, surtout, mais s'il y a d'autres personnalités aussi qui pourraient se mettre vraiment en position de rempart pour notre pays, pour que n'importe quel chef d'État en fonction, ce n'est pas que le président Patrice Talon, qu'on soit en mesure de les consulter, qu'on soit en mesure d'aller à eux, que l'opposant ou le mouvancier soit en mesure d'aller à eux pour prendre conseil afin que des solutions soient trouvées à certaines situations. Nous allons aborder à présent les affaires politico-judiciaires de l'actualité nationale. Et vous le savez, vous êtes actuellement conseiller municipal de la ville de Cotonou. Vous avez assisté donc de l'intérieur à la révocation éclair il y a quelques mois de Liali Vinayon Soglo, hier encore maire de Cotonou, que vous a inspiré cet état de choses. Bon, c'est une situation malheureuse. Tout simplement parce que c'est un maire en fonction qui a été révoqué, mais devant toute situation qui s'oppose à une autorité de tutelle, une décision doit être prise. Mais je crois savoir qu'un recours a été fait et ce recours apparemment n'a pas prospéré. C'est tout simplement une désolation. Et donc c'est pour ça qu'il faut inviter les maires de nos différentes communes à exercer leurs fonctions dans les normes requises, à exercer leurs fonctions dans l'intérêt supérieur de leur commune et du pays, à exercer... Liali Vinayon Soglo n'exerçait pas les fonctions dans la ville de Cotonou dans l'intérêt général de... Non, c'est... Vous savez, le préfet, seul le préfet apprécie pour prendre de décisions. C'est les tests. Oui, vous l'avez été préfet. C'est les tests sur la décentralisation qui... Et donc, dans leur rapport avec les préfets, ils doivent s'essayer à ce que l'autorité de tutelle soit reconnue comme telle. Sinon, ça crée des difficultés inutiles. C'est simplement une situation malheureuse. Pourquoi? Parce qu'un maire, c'est qu'il est élu. Et moi, j'ai l'habitude de dire que avant d'être élu maire, un, c'est que vous êtes choisi au niveau de votre parti politique. Deux, c'est que vous avez eu le bénéfice de confiance de vos compatriotes de l'arrondissement. Avant et après, maintenant encore, la confiance de vos pairs pour devenir maire. Et que tout ceci en vient à être balayé du jour au lendemain, je pense que c'est une situation qu'il faut regretter et qu'il faut souhaiter que ça n'arrive pas beaucoup dans nos communes. Malheureusement, mes chers amis, du fait de ce que nous avions déjà dit tout à l'heure à l'entame de cette émission, de ce que la déconfiture de la chose politique, la déconfiture morale que nous avons dans notre pays, le problème du système partisan fait qu'au jour d'aujourd'hui, vous avez vu, en espace de 2015 à ce jour, 10 maires ont été déjà destitués ou révoqués. Et c'est éminemment dangereux pour la stabilité au niveau de nos communes, c'est éminemment malheureux pour le développement de nos communes. Maintenant, si on arrive à corriger, il faut forcément arriver à corriger les choses de sorte que l'intérêt privé ne guide pas l'élection, non seulement du conseiller communal ou municipal, non seulement l'élection du maire, mais que ce soit véritablement des convictions, que ce soit vraiment la vision que l'intéressé a pour sa commune qui guide son élection. À ce niveau, nous faisons quelques propositions. Je suis de ceux qui pensent qu'il faut en arriver. Un, absolument, c'est qu'il faut relire les tests sur la décentralisation. Et de deux, il faut en arriver
à élire le maire directement par les populations. Et ce faisant, le maire qui arrive en fonction est relativement libre. Légitime. Sinon, sa légitimité est plus forte, mais il est relativement plus libre vis-à-vis de ses pairs en conseil, parce que les maires subissent assez de chantage. Alors, une autre affaire plus récente, c'est celle du député Mohamed Taho Renouho, avec l'imbroglio que l'on peut appeler politico-juridico-médical qui s'est donc développé autour de la situation. Quelle lecture, en fait, vous qui êtes allé voir Taho Renouho à l'hôpital quand il a été annoncé hospitalisé? Bon, comme c'est une situation qui est pendante devant la justice, vous voudrez bien accepter que je n'opine pas beaucoup sur ça, mais par contre, Taho Mohamed est un frère, c'est un ami. À la surprise de beaucoup de gens, j'ai appris qu'il était rentré, qu'il s'est retrouvé au tribunal, et puis malheureusement, qu'il était à l'hôpital, et donc malade. Et donc c'est un frère que moi je suis allé voir. Je dois vous avouer que, et ceci rentre dans le cadre de tout ce que nous dénoncions, à savoir que, je ne dirais pas, ce pays, nous sommes véritablement en difficulté. Parce que ce passage chez l'honorable Taho, j'ai reçu beaucoup d'appels. Comme quoi, est-ce que tu es désormais opposant? Est-ce que, au point où je me suis dit, mais comment? Parce qu'on va voir un frère, du coup, on a changé de bord politique. Vous voyez à quel niveau nous sommes arrivés. Tous de vos micros, j'en profite ce matin pour dire, tous ceux qui voient les choses comme ça, il faut qu'ils savent qu'ils ont une certaine maladie qu'il faut guérir. Tous ceux qui ont pensé un instant à quelque chose de comme ça, parce que la politique ne peut pas nous enfermer complètement. Le président Oumadébé soignait le président Akpiti, parfois. Le professeur Debré a opéré le président François Mitterrand en France. Donc, les clivages politiques, il faut qu'à des niveaux donnés qu'on sente, on a une vie de famille, on a une vie de collectivité, on a une vie en société. Les bords politiques ne sont que des positions à l'instant T que chacun a par rapport à sa vision, par rapport à ses ressentis, par rapport à ses convictions. Et donc, nous sommes allés voir l'honorable Taho parce que c'est un frère qui s'est retrouvé à l'hôpital. Vous pouvez constater qu'ils sont nombreux qui n'ont pas voulu aller le voir, tout simplement parce qu'il est en difficulté. Ils sont nombreux qui ne sont pas allés le voir, tout simplement parce qu'il est opposant. Mais on ne peut pas construire un pays avec de tels genres de mentalité. Je dis que ce matin, pour tous ceux qui me suivent et qui, un instant, pense qu'il ne peut pas aller voir son frère, son ami qui est malade, simplement parce qu'il va être tassé d'opposition, mais c'est une légèreté d'esprit. Et on ne peut pas construire un pays avec ça. Et moi, vous pouvez vous en douter, moi j'aime affirmer mes convictions, où que cela se trouve. J'étais secrétaire général du Parti du Renouveau démocratique, directeur à l'image et à la communication de l'Union Fédération quand j'avais publié mon ouvrage Renouer avec les repères. Mais je l'avais fait préfacer par le professeur Thévaugière, dont on connaît les relations avec le président Mbedji, dont on connaît les relations avec le PRD. Mais moi, j'étais secrétaire général du PRD et ça là n'enlevait en rien mes convictions à moi. Et j'ai postfacé cet ouvrage par le président Idji. Et donc, sur le même ouvrage, j'avais quelqu'un du bord de la mouvance et j'avais le coordonnateur de l'Union fait la Nation. Et dans la salle, le jour où je rendais public cet ouvrage, et les deux bords étaient dans la salle. C'était pour montrer qu'à l'instant T, il faut qu'un pays soit en mesure de se retrouver. Il faut qu'un pays soit en mesure de dépasser des clivages afin de pouvoir être en mesure de... Le pays est un, la République est une. Il faut que nous travaillions à le construire. Moukaram Badaro, les conditions d'hospitalisation de député Taho Renouho, qui est l'élu de la nation, vous les connaissez. Ça d'hospitalisation est militarisé jusqu'à l'heure où nous parlons. D'autres personnalités proches de l'ancien régime sont également dans le collimateur de la justice, entre autres Jean Panty, l'ancien ministre des Finances, Komi Koutié, Valentin Dianotin, pour ne citer que ceux-là. N'avez-vous pas l'impression que le gouvernement actuel utilise la justice à des fins politiques? Non,
pour tous ceux qui ont travaillé avec moi à la préfecture de Porto-Novo, j'avais l'habitude de dire que autant qu'ils sont, en tant que chef service ou cadre de la préfecture, et partout où moi je passe, je le dis, travailler avec un esprit républicain. Travailler de sorte à éviter qu'après que vous ayez quitté la fonction, qu'on vienne toquer votre porte. Parce que ce ne serait pas bon pour vos enfants, ce ne serait pas bon pour votre épouse, ce ne sera pas bon pour tous ceux qui vous aiment. Et donc moi, j'ai parlé de la rigueur républicaine. C'est une conviction profonde. Quand quelqu'un a des difficultés, quand quelqu'un... que la justice soit faite, je suis tenté de dire. Je fais confiance à la justice de notre pays, que les dossiers soient portés vers elle. Il faut espérer que la justice dise son mot, parce que nous sommes dans une démocratie, nous sommes dans un État de droit. Donc, que quelqu'un soit soupçonné. Et il faut que le bénéfice de... Je ne vous arrête pas, vous avez dit que vous faites confiance à la justice de votre pays, mais c'est le juge de liberté à ordonner la mise en liberté provisoire du député. Et pourtant, il est toujours mis sous mandat de dépôt, et c'est de la même justice qu'il s'agit. De la même justice, c'est finalement... L'honorable Atao, c'est un autre dossier qui est sorti après, un autre dossier de flagrance délit, un autre dossier relatif en lien avec la douane. Et donc, ce n'est pas à partir, je crois que vous avez suivi le ministre de la Justice. Pourquoi ce changement brusque? Vous savez... tout le monde sait, l'opinion publique nationale et internationale sait très bien, savent que c'est dans le dossier de faux médicaments qu'il est poursuivi subitement, d'où... Le dossier n'a pas changé selon ce que le ministre de la Justice a dit, puisqu'il s'agit du dédouanement. Comme je vous ai dit, je n'ai pas trop envie d'opiner, puisque c'est un dossier pendant la justice, mais puisque vous m'y amenez un peu. Le dossier que le juge des libertés, pour lequel il a demandé à l'honorable Atao, parce qu'entre-temps, la levée de son immunité a été introduite à l'Assemblée nationale. OK ? Mais après, le dossier pour lequel finalement il est retenu, qui est un dossier de flagrance délit aussi, c'est le dossier relatif au dédouanement. Et la flagrance délit, c'est pas quelque chose qui est annoncé avant. En tout état de cause, moi je fais confiance à la justice de notre pays, parce que sur plusieurs cas où on n'a pas espéré que la justice pouvait délibérer dans tel ou tel sens, on a eu le bonheur qu'elle a délibéré dans le sens requis du droit. Et donc moi, je leur fais confiance. Je voudrais vivement souhaiter, je compatis à ce qui arrive à l'honorable Atao, et je veux croire que la justice se fera, mais de là à dire que la justice est instrumentalisée, parce qu'il faut qu'on sache ce qu'on veut dans le pays. Les mêmes populations qui se plaignent de ce qu'on vole, de ce qu'on profite de l'État, de ce qu'il y a impunité. Mais on ne peut pas au même moment tasser le régime qui livre les dossiers au niveau de la justice de ce qu'il instrumentalise. Et ce faisant, ça amènera chacun à faire attention quand il est en fonction. C'est valable pour ceux qui sont là aujourd'hui, parce que Patrice Talon a un mandat. S'il n'est pas réélu, c'est que ça va s'arrêter en 2021. S'il est réélu, ça va être seulement encore pour 5 ans. Il va partir. Ce qui est certain, comme on le dit au Nigeria, office Nimara Yakowe, c'est-à-dire que le bureau fera le derrière de son occupant. C'est-à-dire que quoi qu'il en soit, vous finirez par partir. Le Jean Kékou a fait 29 ans au pouvoir, il est parti. Donc quoi qu'il en soit, ça finit par finir. Et donc par conséquent, moi je n'ai pas d'état d'âme par rapport à ça, à savoir que la justice soit faite, et c'est valable pour ceux qui sont en fonction. Ils peuvent se sentir peut-être à l'abri aujourd'hui, mais les dossiers de la République vous rattrapent toujours. Donc voilà pourquoi, où qu'on vous mette, simple chef service, ministre de la République et président de la République même. Même préfet. Même préfet. Je suis d'accord avec vous. Oui, oui, oui. Et pas l'heure de préfet. Et c'est pour ça que moi, je vous assure,
Et ça vous crée assez de problèmes. Je voudrais bien profiter pour me lâcher un peu sur ça. Quand vous prenez les responsabilités ici au Bénin, les 80-90% de ceux qui viennent vous voir, c'est à la recherche de vouloir profiter de l'hypothétique que vous occupez. Et si vous n'êtes pas solide, vous accédez. Tous les ministres qui ont des difficultés là, tous les noms qui sont cités là, mais parfois c'est pas seulement pour eux ceux dont on les reproche, c'est parfois pour des parents, c'est parfois pour des amis, mais c'est vous qui répondez demain devant la justice. Et donc il faut faire extrêmement attention. Ça vous fait beaucoup d'inimitié. Vous avez des amis qui vous en veulent pour ça. Bien que vous démontrez l'incapacité de ce que... Ça, je ne peux pas le faire. Parce que ce qui est sûr, moi, c'est ma signature que j'engage. Je ne peux pas. Bon, je préfère alors que lui me boude, qu'il ne soit pas content, pour que, en lieu et place que demain, moi, mon nom soit cité, et que moi, demain, qu'on m'appelle, et que mes enfants, qu'on ne soit pas en mesure de leur dire, ouais, le papa, parce que le papa qu'on envoie en prison, on a du mal à dire à l'enfant qui a 5 ans à la maison, que papa, c'est en prison, il n'est pas allé en voyage. Hein. Moi, je m'appelle une fois à la maison, un policier est venu chez moi. J'arrive à la maison, les enfants m'ont dit qu'on m'a laissé une convocation. Il dit, ah bon, une convocation, comment moi? Et les enfants, ça tremblait déjà. Il dit, non, on ne peut pas venir me déposer une convocation ici. Et Dieu merci, quand j'ai fini de lire, et j'ai vu que c'était une convocation venant de tel. Et donc, je connais le commissaire. Et j'ai pris le téléphone pour rassurer mes enfants. Je l'ai appelé devant mes enfants. Et c'est là où il dit, ah bon, non, c'est M. Badarou, c'est pas chez vous, c'est la maison qui est juste à côté de vous. Et d'ailleurs, ils m'ont aidé à rendre en pratique ce que j'ai l'habitude de dire à mes enfants. Bon, donc, honnêtement, moi, je veux dire simplement sur le sujet, toutes les fois où nous sommes en responsabilité, faisons beaucoup attention. Et pour ceux qui sont concernés aujourd'hui, je veux les rassurer de ce que nous avons une justice dans notre pays et qui a démontré à plusieurs niveaux qu'il reste une justice. Et pour ceux qui sont en fonction, eh bien, je leur recommande de faire beaucoup attention. Parce que quand vous êtes en fonction, il y a un minimum de confort qui est mis à votre disposition pour exercer votre fonction. Et ce n'est pas avec beaucoup de milliards qu'on vit forcément. Avec un minimum, mais pourvu que, comme moi j'ai l'habitude de le dire, je vous ai dit tantôt que j'étais un musulman pratiquant. Dans tout ce que nous gagnons, nous devons faire l'effort que cela soit licite. L'illicite qui rentre dedans, eh bien, vous pollue avec le temps et vous met en difficulté sans que vous ne vous en rendez compte. Vous avez déjà commencé à parler de votre gouvernance, donc de la préfecture. Nous allons donc abonder dans ce sens-là pour parler de la gouvernance préfectorale et en particulier de la gestion de la ville de Porto-Novo. Porto-Novo, vous avez même une ONG qui se propose de travailler au développement de cette ville. Aujourd'hui, en tout cas, vous avez à la tête de plusieurs préfectures et en particulier de la préfecture du littoral un préfet qui est dans une gouvernance, je vais dire, tout feu, tout flamme. Quel regard portez-vous sur cette gouvernance, vous-même qui avez été un préfet très visible et très actif? Je voudrais encore une fois remercier le chef de l'État qui a rapproché l'administration des administrés à travers la prise de décision qui concerne les chefs-lieux et la nomination des préfets. Je voudrais aussi le remercier, le féliciter de ce qu'ils ont revu la situation des préfets. Parce que j'ai l'habitude de dire, les préfets étant la tutelle au niveau des communes, ils avaient besoin d'un minimum de conditions pour mieux exercer leurs fonctions, et ceci dans l'intérêt du département pour lequel ils sont préfets. Et je voudrais aussi saluer
le travail qui se fait dans le cadre de l'administration territoriale aujourd'hui dans notre pays. Et pour le reste, je voudrais ne peut-être pas beaucoup opiner sur la question parce que j'ai fait l'option en la matière de suivre les pas du général Mathieu Kérékou qui, une fois, il quitte la fonction, eh bien, il ne dit pas grand-chose sur l'exercice de la fonction, pas celui qui est venu après. On va parler maintenant toujours de Porto Novo. Vous étiez à la tête de cette ville. La gouvernance de Boni Yayi a vu accumuler une série d'éléphants blancs à Porto Novo, c'est-à-dire des chantiers qui n'ont jamais connu leur terme. Et le symbole le plus emblématique, c'est bien le siège du Parlement. À votre avis, comment en est-on arrivé à ce stade? Nous sommes arrivés à ce stade par le fait de ce que nous sommes en train de dénoncer jusque-là, à savoir l'inconscience citoyenne, la perte des valeurs. Mais c'est une affaire des cadres, parce que le président Boni Yayi, on peut tout lui reprocher, mais personne ne lui reprochera la volonté de faire, la volonté d'énergie. Quand on a la volonté, oui, on ne punit pas. J'en arrive. De façon, vous savez, je vais le dire. Moi, j'aime dire les choses telles qu'elles sont. Le président Yayi Boni est un homme très généreux, est un homme beaucoup catholique au plan religieux, et ça a déteint sur la fonction qu'il a exercée. Ça a déteint, c'est-à-dire que parfois pour punir, parfois pour posséder tes actes, que le monsieur va se retrouver en souffrance. Moi, je l'ai entendu dire plein de choses souvent, parfois comme ça. C'est-à-dire du fait de ce qu'il pense de la souffrance que l'autre pourrait endurer, et le freine, et parfois. Or, la République, c'est sans état d'âme. La République, c'est sans état d'âme, parce qu'il s'agit, c'est la res publica, il s'agit de l'ensemble. Ce n'est pas vous, il s'agit de l'ensemble. Et donc, quand vous prenez le cas précis, firez-vous un jour par rapport à l'Assemblée nationale, où le siège là, où le chef de l'État, Boni Yayi, avait fait un déplacement. Et les cadres qui étaient là, les directeurs, ont présenté la chose comme, voilà, ça se passe bien, tout. Et moi, parce que, comme on nous l'a dit, quand quelqu'un vous parle, vous ne regardez pas que sa bouche, vous regardez toute sa mimique, pour voir si c'est en cohérence avec ce qui sort de sa bouche. J'ai eu une intuition que ce que le directeur là disait, ce n'était pas exactement ça. OK? Donc quand le chef de l'État est parti, je suis revenu sur les lieux. Mais entre-temps, quand il est parti, certains directeurs étaient partis. Pour ne pas dire les directeurs sont partis. Mais les chefs chantiers, eux, ils étaient là. Et moi, je suis revenu en arrière. Et j'ai posé moi j'ai quelques doutes par rapport à ce que j'ai entendu tout à l'heure, mais ils m'ont fait des aveux. Comme quoi, voilà ce que leur directeur avait dit de dire, mais il n'en est rien. Mais entre-temps, parce que le Boni Yayi n'est pas maçon, Boni Yayi n'est pas coffreur, Boni Yayi n'est pas caroleur. Lui, il a eu la géniale idée de vouloir doter notre pays d'une assemblée digne du nom. Mais ce n'est pas à lui et je voudrais souhaiter vivement, et ça je l'avais déjà dit même en fonction, je voudrais prier le président Patrice Talon, je voudrais prier le gouvernement de la République de sanctionner durement et fortement tous ceux qui se seraient impliqués dans ce dossier, parce que c'est une honte nationale, comme chacun a l'habitude de le dire. Et donc, les séries d'éléphants, je vous dis, j'ai vu deux ministres se quereller sur ce dossier, tout simplement parce que, bref, pour ne pas en dire trop, mais c'est malheureux que les cadres en fonction ne puissent pas prioriser le pays. Et ce n'est pas affaire de Boni Yayi seulement. Hein. Ce n'est pas affaire de Boni Yayi seulement. Je voudrais attirer l'attention du président Talon aussi à faire attention. Parce que les mêmes qui parlent aujourd'hui, qui tirent à boulet rouge sur Boni Yayi, sur le sujet, mais c'est les mêmes qui ont géré, ou d'une manière ou d'une autre, ces dossiers-là. Et donc les séries d'éléphants blancs dont vous parlez, mais c'est la volonté de faire qui a guidé les pas de l'ancien chef de l'État. Évidemment,
il faut paraître à la limite. Et comme je l'ai dit, la République, c'est sans état d'âme. Parce qu'il s'agit de l'argent, non seulement du contribuable, mais l'argent du contribuable des autres. Parce que parfois, c'est avec des prêts ou des dons que nous devions réaliser ces infrastructures-là. Donc, pour faire court, moi, je suis très malheureux parce qu'à un moment donné, nous sommes sérieusement investis dans ce dossier de l'Assemblée nationale parce que nous savons qu'on allait en tirer une fierté que du passage de Boni Yayi, en dehors des autres choses qu'il a fait dans la capacité. Quand on dit capital, il faut bien poser des actes concrets dans la ville. Le développement, ce n'est pas par les incantations. Le développement, c'est brique par brique qu'on les fait. Et un à un. Et donc, en plus d'autres choses que Yayi Boni avait fait dans la ville de Porto-Novo, surtout l'Assemblée nationale, moi j'en avais fait un sujet de fierté. Ça fait que on fait des fiches. Il arrive des fois où, moi après que j'ai observé ce que je fais des fiches au chef de l'État, mais dès le lendemain, c'est les ministres, les directeurs qui t'appellent. Non, il ne fallait pas lui dire ça. Attends, tu veux que moi je fasse quoi? Parce que moi, je suis allé voir les sages, j'ai dit que d'ici à là, la chose, c'est sûr qu'on aura l'Assemblée nationale. On a fait des déclarations devant micro que le dernier message à la nation du chef de l'État, Boni Yayi, devrait se faire dans l'enceinte. Et on se retrouve dans la gadoue presque. Et tu veux que moi, vraiment, vous savez, on ne peut pas marchander, on ne peut pas négocier les intérêts supérieurs d'un pays. Et moi, c'est une conviction profonde. Donc, je voudrais souhaiter vivement de tout ce que vous appelez éléphant blanc, si vous voulez, que le chef de l'État sanctionne rigoureusement. Je peux citer quelques-uns. Vous avez, par exemple, le siège de la RAC qui est juste à côté. Il n'y a pas que le siège de la RAC, vous avez le siège de la CCIB. C'est le siège de la CCIB, l'hôtel 5 étoiles qui est adjacent. Mais tout ça. Et puis l'autre cas également, qui est que les populations de Porto-Novo, c'est l'aire de jeu qui est juste à l'entrée de la ville, que l'ancien maire de la ville, Osseni Moukaram. Le parc Moucharaf. Là, vous abordez. J'avais la chance, laissez-moi finir si vous me permettez, j'avais la chance de faire partie de sa délégation 2 fois à la BOAD. J'étais en position de reporter où il était allé négocier de l'argent à la BOAD pour construire ce parc-là. Mais on a fait fermer ça pour des raisons. Pour ce parc spécialement, alors qu'ils avaient des problèmes au niveau de la mairie, le maire Osseni était allé me voir à la préfecture à l'époque. Et quand il a fini de poser le problème, je lui ai dit, écoute, vraiment, c'est avec l'argent de la BOAD qu'on veut construire ce parc. Et donc, ce n'est pas avec l'argent de la commune. Et donc, c'est une affaire de l'État que moi je représente dans la zone. Et donc, par conséquent, je vais faire porter le dossier au président Boni Yayi. Le dossier, je vous dis, on peut tout reprocher à Boni Yayi, on ne pourra pas lui reprocher la volonté de faire. On arrive chez le président Boni Yayi, c'est séance tenante. Ça n'a pas été une affaire de je vais, non. C'est séance tenante qu'il avait appelé le président Adovelandé. Après échange, il a dit, puisque c'était, je ne dirais pas un cadeau, mais c'était une initiative de la BOAD pour les capitales africaines. Ça veut dire que si Porto-Novo perdait ça, c'est que ça allait dans une autre capitale. Ça ne pouvait pas quitter Porto-Novo pour aller venir à Cotonou ou aller ailleurs. Donc c'est qu'on devait perdre ça, près de 400 millions. Alors, moi, j'ai dit au maire, moi, je porte le dossier au président Boni Yayi, qui a été prompt. Il appelle le président Adovelandé, et la dernière phrase, c'est qu'il n'est pas question que le Bénin perde ce projet. Trouvez l'occasion, allez me voir. Le président de la BOAD est venu, c'est bouclé, c'est qu'on devait le faire. Maintenant, quand le chef de l'État dit, en lieu et place de ça, alors puisque ça crée des problèmes au niveau de la commune, je vais faire construire un autre moi-même sur le budget de l'État. Donc, allez l'annoncer au conseiller municipal de la ville de Porto-Novo. On finit de construire ce que la BOAD devait nous construire. C'est baptisé même, parce que dans notre pays, on oublie vite les gens. Nous avons proposé au chef de l'État Boni Yayi pour que le parc soit le parc Moucharaf Badamassi. Et quand on dit Moucharaf Badamassi à Porto-Novo, et même dans le pays, chacun a une idée de ce que c'est. Tout à fait. Mais vraiment, je ne vois pas la raison
qui motive à ce qu'au jour d'aujourd'hui que ce pacte soit. Je le dis avec beaucoup de saignée dans les veines, parce que en fonction à l'époque à Porte-Nouveau, parfois pour amener les enfants pour s'amuser, il faut forcément venir à Cotonou. Mais depuis qu'on avait ce pacte, les enfants trouvaient où aller au moins. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est fait. Mais je voudrais profiter de votre micro pour souhaiter vivement. Vous avez cherché à savoir qui a ordonné la fermeture du pacte. J'ai une idée précise. J'ai une idée précise. Et en me suivant, ils peuvent se le reconnaître. J'ai une idée précise de là où est partie la motivation, de là où est partie la décision. Mais je voudrais simplement demander à ce que le maire puisse voir, dans la mesure du possible, comment rouvrir et très rapidement ce pacte au profit de nos enfants, au profit de la ville de Porte-Nouveau. Et mieux, pour des raisons de crédibilité vis-à-vis de la BOAD. Comme vous l'avez dit, tout finit par finir, et bien sûr, la fermeture de ce parc-là finira bien par Absolument. Absolument. Nous arrivons au terme de cette émission. Nous allons vous donner la parole pour un dernier mot sur les valeurs que vous avez tant défendues sur ce plateau. Mais je voudrais vous remercier infiniment de cette opportunité que vous nous donnez. Je voudrais souhaiter vivement que les Béninoises et les Béninois qui souffrent dans leur chair certaines réformes qui se mènent, mais je voudrais les rassurer que ça va être une souffrance de courte durée, mais ça va être une souffrance qui mènera à quelque chose de bon, à quelque chose de bien, à quelque chose de meilleur pour notre pays. Je voudrais souhaiter vivement que le président de la République, qui lui-même, devant le clergé, avait souhaité à ce que le clergé prie pour lui, afin qu'il soit en mesure de finir ce qu'il a commencé. Je voudrais souhaiter vivement qu'il garde le cap, parce que ce n'est pas le chemin qui est difficile, mais c'est le difficile qui est le chemin, afin que dans les mois, années à venir, que notre pays puisse continuer à mieux dire ces mots dans le concert des nations. Merci Moukaram Badarou, vous avez beaucoup parlé de valeurs, nous avons consacré cette émission à l'actualité sociopolitique nationale, nous avons parlé de vous, de votre actualité, de votre avenir probablement, puisque vous serez certainement candidat pour les législatives à venir. Au cours de cette émission, nous avons donc parlé également de la gouvernance du président Patrice Talon, de la gouvernance antérieure du président Boni, puisque vous aviez soutenu ce président de la République. Aujourd'hui, en tout cas, vous êtes un homme qui défend particulièrement et comme à son habitude, vous nous l'avez dit, les valeurs pour que le pays soit restauré. C'était donc ainsi que nous avons pu entendre Moukaram Badarou tranquille à Kadbenotin. Voilà, James William Bagidi, merci à vous. Donc, dimanche politique qui recevait pour vous l'ancien préfet, le président du parti Conscience Citoyenne, Moukaram Badarou. En nouvelle diffusion sur Diaspora FM 102.3 ce soir à 21h, sur Télévision également à la même heure et mardi prochain. Merci à vous, à dimanche.